Loisirs, chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche, dernière émission de la saison, mais on vous a préparé tout un contenu. On parle de la fête de la pêche avec Isabelle Desjardins. On parle également du bar ayant en Gaspésie. Il sera question de l'heure avec Éthique. On parle aussi avec Suzanne Nature de Grenouille. Mais d'abord et avant tout, je dois répondre à quelques questions qui ont été posées via les médias sociaux et qui ont raison d'être posées. On a reçu la semaine dernière le ministre Lessard en studio. Vous savez qu'il y avait énormément de sujets dont on devait parler. Mais il y a un sujet d'importance qui a retenu énormément d'attention et dont on n'a pas parlé, qui est la tique de l'orignal. Et je comprends ces questionnements-là. On devait faire un choix dans un tas de questions qui étaient très importantes et probablement que si on aurait parlé de ce sujet-là et pas d'un des autres sujets dont on a parlé, la question se serait tout simplement inversée. La raison principale pour laquelle on n'a pas abordé le sujet de la tique avec le ministre Lessard, c'est qu'il y a présentement des regroupements comme par exemple Vigile-Faune, et je vous invite à aller les visiter sur le web, qui sont à mettre des tables de concertation de l'avant. Et il y a beaucoup d'intervenants de plusieurs ministères et organismes qui sont reliés à ces tables de concertation-là. Et d'avoir abordé le sujet et demandé l'avis à un seul de ces intervenants-là aurait d'une part pas été concluant et d'une autre part pas été respectueux envers les gens qui ont pris la peine de mettre cette table-là de l'avant. On ira dans un futur assez rapproché dans la prochaine saison chercher des réponses plus complètes sortant de ces tables-là. Par contre, j'ai une petite surprise pour vous. On a un invité surprise en studio qui, lui, peut nous parler, sans nous parler des grandes solutions des ministères, mais de l'historique et de la fameuse tique de l'orignal. Monsieur Julien Cabana, comment allez-vous? Et quelle surprise! Et quelle surprise! Une belle surprise, puis je suis content que vous ayez accepté mon invitation. Bien, ça m'intéressait de venir parler de la tique parce que c'est un sujet, effectivement, qui préoccupe les gens. Je pense qu'il faut, vous avez raison au début de l'émission, comme vous avez dit, que les gens s'inquiètent. Oui. Il y a de quoi aussi s'inquiéter, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu un orignal qui est pris avec la tique, c'est pas très beau à voir. Non, je comprends les gens. Pitié. Comme les gens de Vigile-Faune ont beaucoup de photos, là, au ministère, il y a beaucoup de photos. Mais je pense qu'on peut dresser quand même un portrait intéressant pour les gens qui nous écoutent pour essayer de rassurer peut-être un peu, puis donner l'état exact au moment où on se parle de ce qui se passe. D'accord, juste. Donnez-leur juste. En fait, moi, j'ai pris des informations, j'ai eu à écrire là-dessus, j'ai pris beaucoup d'informations. Selon ce qu'on me dit, c'est que, oui, la situation est préoccupante, mais elle n'est pas encore alarmante au Québec par rapport aux Américains du Vermont et du Maine qui, eux, ont des gros problèmes avec ça. On sait qu'il y a une ZAC en particulier, qui est la ZAC Louise Gosford. Elle est entourée par une partie des États-Unis. Donc, il y a des orignaux qui viennent des États-Unis. Ça, c'est un témoin. Mais, par contre, les biologistes du ministère ne disent pas qu'il n'y en a pas. Ils disent, oui, il y en a. Ils ont fait des prélèvements assez importants sur pas mal d'orignaux pendant un inventaire. Ils ont rendu compte que 50 des orignaux qui sont au sud du 50e parallèle ont des tiques. Et quand on va au sud du fleuve Saint-Laurent, c'est 90 des bêtes. 90 des bêtes qui seraient atteintes. Atteintes de la tique. Maintenant, la tique, il faut comprendre que c'est pas dangereux pour le troupeau, ici au Québec, présentement, selon ce qu'on me dit, là, je rapporte toujours ce qu'on m'a dit, parce que c'est un animal qui meurt lorsqu'il tombe dans l'orignal au printemps, lorsqu'il reste encore de la neige, c'est assez fort pour qu'il meure. Alors, le plus grand allié de l'orignal, présentement, c'est le printemps froid, le printemps un peu tardif. Le printemps, oui. Comme celui qu'on vient de connaître, là. Exactement, qui est champion allongé. de l'orignal, parce que les tiques tombent, une fois qu'elles ont bien vécu, entre guillemets, pendant l'hiver sur le dos des bêtes, elles tombent au printemps, pondent leurs œufs. Normalement, la tique meurt et les œufs meurent aussi. Si on est dans un printemps froid comme on le connaît présentement. Le Maine, le Vermont, même si c'est pas très loin, il y a quand même une bonne différence de température. Il ne faut pas oublier qu'au printemps, là-bas, pendant qu'ici, on a encore un couvert de neige, on a encore du froid, eux, c'est fini. Oui. Eux, ils ont des vents plus chauds, ça s'améliore. Donc, ça soumet Ça permet la prolifération Exactement. de la fameuse tique. Et la densité aussi, vous me parliez de densité. C'est ça. La densité, c'est que, on parlait avant qu'on entrait en onde, c'est que, selon ce qu'on me dit, c'est que la densité d'orignaux idéale, entre guillemets, pour que ça se propage, ce serait une trentaine d'orignaux au 10 km². OK.
Ça, c'est des densités qu'on retrouve beaucoup Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. Au sud du fleuve, là où il y a 90 des bêtes qui sont touchées. Mais c'est pas partout, ça. Si on va au Saguenay-Saint-Jean, on va à Côte-Nord, il n'y en a pas de tiques sur les animaux. Pour l'instant, on n'a pas de cas de répertoriés. C'est ça, il y a un peu, mais pas rien par rapport à ce qu'il y a au sud. Significatif. C'est ça. Alors, la tique, ce qu'on m'explique, c'est que tant et aussi longtemps qu'on va voir comme copain l'hiver, même si ça déplaît à bien des gens qui nous écoutent, et les printemps froids, ça va aider à contrôler la possibilité de. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que aux États-Unis, dans leurs études, il y a eu des chiffres qui ont fait peur aussi à nos biologistes québécois. C'est que là-bas, il y a eu des pertes de troupeaux jusqu'à 40 là. 40 Et ça touchait surtout les jeunes, les veaux. Alors là, ça, c'est pour ça que ici, là, l'équipe du ministère, les gens qui sont en charge du dossier, ils sont en alerte. Et ils demandent aux gens, effectivement, à tous ceux qui nous écoutent, de donner des témoignages, d'apporter des gens comme Vigile Fond, le travail qu'ils font. Moi, je trouve ça excellent. C'est un parfait exemple. C'est parfait. Les citoyens s'impliquent. Moi, dans le passé, j'ai vu le chevreuil en Gaspésie. Ça a été fait de la même façon. Expliquer. Les gens sont devenus les yeux et les oreilles du ministère sur le terrain. Et c'est ça qui a amené de l'information vers les biologistes, qui les a amenés vers faire des inventaires puis à développer des techniques pour assurer la pérennité de la chasse, des espèces, tout ça. Alors, c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'Orignal présentement. Là. Mais il ne faut pas partir une panique généralisée, mais il ne faut pas mettre ça de côté en disant « il n'y en a pas ». Elle existe, la tique. Mais là, ici, elle est contrôlée d'une certaine façon par la température, mais avec le réchauffement de la planète, comme vous savez que la chaleur, ça monte. Hein? On a des automnes, vous savez comme moi, qu'on chasse parfois même en gilet, des mouches, tout ça. C'est épouvantable de voir ça. C'était tellement chaud là, que moi, je trouve ça épouvantable. Mais avant qu'on en finisse, une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que présentement, on est dans l'âge d'or de l'orignal au Québec. On aurait à peu près 130 000 bêtes, ce qui est le double. Quand moi, j'ai commencé dans le métier, il y avait 55 60 000 orignaux avant chasse. Là, on est à 130 135 000 avant chasse. Donc, on a doublé la population. Il y a un nivellement naturel qui... C'est il y a ça, pas un nivellement de grand naturel. hasard. Il y a des régions qui en arrachent un petit peu plus. Là. Si on va vers l'Outaouais, peut-être un peu, ces choses-là, mais quand même, dans l'ensemble, là, les chances de succès présentement. Et c'est pour ça qu'on a des beaux résultats comme on en a dans les saisons. Exactement. Une leçon à retenir, parce qu'on va passer à un autre sujet. Je pense qu'on l'a dit. Vigile Fond, c'est pas pour vous pouvoir faire la plus grande promotion. Ça vaut la peine. Ces gens-là, c'est eux qui ont réussi à mettre une table de concertation de l'avant. Vous allez voir les adresses à l'écran. C'est l'endroit où aller pour rapporter ce que vous avez vu. Aider, c'est une banque de connaissances. Ceci dit, rendez-vous sur les sites et vous aurez accès à toute l'information qu'il y a aussi. Ceci dit, on passe des bébites à un sujet qui est encore plus intéressant. Vous, chroniqueur spécialisé, faune, flore, chasse, pêche au Journal de Québec depuis 230 ans bientôt. Ben, peut-être un peu moins, là, quand même. Là. Mais vous nous avez fait de grands articles. Quelques décennies, disons. Exactement. C'est 42 ou 40... 40 ans, là. C'est ma 40e saison. 40e saison. Vous nous avez livré de très grands articles et je salue ce 40 ans-là. Mais il en reste encore. Il reste encore du jus dans Julien Cabana. Mais moi, je veux savoir un peu votre planning rapide de la saison. Il nous reste à peine une minute quelques. Ben, en fait, c'est que moi, j'essaie toujours d'aller chercher pour les gens des régions, des thèmes au niveau des poissons pêchés, des régions précises. Alors, il y a des tournées qui sont organisées. J'en ai une à Mauricie, j'en ai une sur la Côte-Nord. Je change à chaque année pour donner plus de renseignements possible. Parce que mon rôle, je l'ai toujours considéré comme ça. Je suis comme une courroie d'engrenage, moi, en fait. Je vais accueillir l'information, je la transmets au lecteur. Je suis pas là pour me vanter, moi, d'avoir pris des poissons comme ça ou des choses. Non, je suis là pour informer les gens. Dire aux gens, si vous allez là, vous allez avoir ça, ça et ça. Et vos prises, vos chances de faire des belles prises, c'est ça, avec autant que possible quelques leurres qu'on suggère. Mais encore une fois, ce qui est garantissant, il ne faut pas oublier, c'est le logement, la nourriture quand il y en a, les bateaux, les moteurs, des choses comme ça. Mais le gibier et le poisson, c'est un cadeau de la nature. Exactement. Il faut être chanceux. Il faut le gagner parfois, il faut travailler fort souvent. Il nous reste 30 secondes. On peut vous suivre facilement dans le Journal de Québec, évidemment, sur le web. Aussi, le web, le site du Journal de Québec, le site du Journal de Montréal, parce que mes articles sont diffusés aussi là-bas. Et je fais beaucoup de vidéos aussi en passant pour accompagner, parce qu'on est devenus des journalistes multiplateformes. Et je fais même des recettes. Je m'amuse même à filmer des petites recettes dans les camps de pêche avec les ingrédients pour suggérer aux gens de dire, ben écoute, la truite mouchetée, si vous la mangez toujours comme ça, ben ça, c'est peut-être une autre façon. Ou encore un gibier. C'est des endroits où est-ce qu'on peut vous suivre. Moi, j'en ai un autre qui peut être intéressant. Vous allez me faire le plaisir de me partager vos articles que je vais pouvoir publier sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Aucun problème, ça me fait plaisir. Monsieur Cabana, merci de votre venue en studio. Bonne saison. Et vous revenez quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez. On doit se quitter le temps d'une pause. Au retour, on parle de cuillère Swissex
plein de trucs et des nouvelles de la compagnie éthique qui développe des odeurs. Danny Emo, comment ça va aujourd'hui? Parfait, ça va très bien, toi? Je suis presque triste parce que c'est la dernière émission de la saison. C'est la dernière fois que je te reçois en studio pour cette année. À un moment donné, il faut que ça finisse si on va à la pêche. J'allais dire, comment ça, il faut que ça finisse? Mais pour aller à la pêche, là, je te pardonne. Puis surtout qu'on y va souvent ensemble cet été. Ça va être le fun. Pour cette dernière émission, j'aimerais peut-être te parler des choses qu'on va tester cet été. As-tu des nouvelles pour moi? Oui, monsieur. On travaille des odeurs. Oh, tu sais que le poisson a 3 sens. Hein? Oui. Il y a l'ouïe, il y a la vue et l'odorat. Oui. Nous, chez Éthique, on a travaillé beaucoup l'ouïe et la vue. Donc, l'ouïe avec les cuillères, la vibration, la vue avec les différentes couleurs. Et l'odorat, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Fait que là, on est en train, cet été, on a l'opportunité de tester 3 OK, tu es en développement cet été. Oui, on est en développement. Ben oui, tu vas pouvoir l'essayer, c'est bien sûr. Tu peux continuer. On va avoir écrevisse, on va avoir ver de terre. Ver de terre? Oui, monsieur. Génial. Génial. Et éperlant. Maintenant, c'est ça, on va voir les résultats. Puis si les résultats sont concluants, on va pouvoir faire la mise en marché là, au printemps 2016. Mais tu sais, avec tous les développements de technologie que vous avez faits, puis je reviens sur ce que tu as dit parce que c'est important. Hein? Une cuillère, je veux qu'elle ait une vibration spécifique et souvent différente dans les gammes que je peux offrir pour offrir des vibrations différentes. Les technologies holographiques, glow in the dark, les différentes colorations avec les taux de pénétration des rayons du soleil dans un lac que je peux utiliser. À venir compléter ça avec une odeur, c'est sûr que, par exemple, au printemps, comme on est là, avec l'eau brouille, avec tout l'amoncellement de neige qu'ils font, les rivières, les lacs sont bruns, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va permettre aux poissons de bien localiser mon leurre. Puis c'est pas vrai qu'avec juste le côté couleur ou le côté luisant de la cuillère, je vais réussir à le faire quand l'eau est noire, comme la nuit. Disons que l'odeur vient t'aider. Énormément. C'est le 3e sens, là, je dirais le moins sensible, mais il vient aider et compléter l'ensemble. Fait qu'on travaille fort là-dessus, on a bien hâte de voir les résultats. Je suis content, je vais pouvoir l'essayer cet été avec toi. Oui, monsieur. On va l'essayer, puis régulièrement d'ailleurs. Génial. Parce qu'on ne sera pas seul, on a une équipe de personnes là, qui vont tester ça cet été, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai l'impression que tu m'as amené un peu un rappel de la saison sur la table. Écoute, juste rappeler aux gens la fameuse Suissex, qui est vraiment un franc succès. Oui, oui. On s'est fait dévaliser. Bien, c'est ça que j'allais dire. Franc succès à un tel point que j'ai entendu parler qu'au niveau des quantités, il y a certains marchands qui ont perdu leur quantité plus vite que prévu. Oui, absolument. Fait que, là, il n'y a pas de problème. Là. Tout le monde a été réapprovisionné. Elle est disponible là, chez tous les marchands. C'est un leurre, je vous dirais, à avoir essayé cet été. Très abordable au niveau du prix. Là. On ne va pas d'une cuillère à 10 ou à 8 là. C'est entre 4 et 6 la cuillère. Donc, c'est très, très abordable. Très efficace. Pour les avoir testés moi-même, je dois te dire, là, c'est vraiment là, un très bon leurre. Moi, c'est sûr, j'aime beaucoup ce type de leurre-là. C'est mon leurre préféré que je traîne dans le coffre rapidement accessible quand je passe à côté d'un petit plan d'eau. J'ai pas nécessairement de verre de terre avec moi. J'ai une petite canne, 3 morceaux. Je monte ça, mets ça au bout. J'ai pas besoin d'autre chose qu'elle par elle-même. Surtout celle-là ici, là, qui répond énormément et pas mal... Populaire. Oui, très populaire. La coloration qui est géniale là-dessus. Ça fait partie de mes préférés. Donc ça, un gros salut là-dessus. Puis génial s'il y en a des belles quantités qui sont rentrées. Ouais. Et l'an prochain, on va arriver, parce que la gamme de produits Suissex n'est pas complète encore. Donc, on a d'autres nouveautés qu'on va pouvoir présenter à l'automne, d'autres types de cuillères de la même marque que Suissex. Donc, ça va faire partie de nos nouveautés de 2016. Et, en finale... Je reconnais ça, moi. Oui, bien, j'ai ramené cette cuillère-là, la banane. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais ton sourire est presque provocateur. À la pourvoirie. T'as attrapé des poissons avec Danny. J'ai honnêtement mangé toute une volée sur le lac Poulain de Courval, alors que tu as sorti ton arme secrète, la banane. Absolument. Puis, non, c'est ça. Je me suis fait faire la barbe, comme on peut dire. Oui, tout simplement un rappel à nos amis pêcheurs que c'est un leurre à avoir. Oui. Puis, je vais vous dire, souvent, avec d'eau, ça peut ne pas fonctionner. Vous sortez ce leurre-là, paf! Ça mord et vous allez faire la barbe à vos collègues, un peu comme ce qui s'est arrivé. Tu veux vraiment le redire, hein? Bon, j'ai mangé toute une volée sur le lac Poulain de Courval à cause de ce leurre-là. Donc, il doit être très bien. Fait étonnant, puis faites pas le saut lorsque vous allez l'utiliser. Ça donne énormément de résistance. Mais quand il y a une attaque,
tu le sens anti-pêcher. Exactement. La canne à pêche, là, l'action de la canne à pêche pour cette cuillère-là, c'est minimum médium, idéalement Médium heavy. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait d'ailleurs. C'est ce qu'on avait, puis on ne va pas avec une light, là, parce que vous n'aurez pas d'agrément. Là. Danny, Hey, Martin? je prends les dernières petites secondes qui restent dans l'entrevue pour te remercier de ton implication Merci cette à année. toi. Éric Bélanger n'est pas avec nous cette semaine en studio, mais je le remercie. Tu le remercieras de ma part. fait. On a quand même des belles aventures qui s'en viennent ensemble cet été. Oui. Tu fais encore partie de la famille pour l'année prochaine. Je pense qu'on commence à être pas mal tatoués sur le cœur l'un de l'autre. Ça va très bien. On va continuer comme ça. Donc, merci pour ton implication. Puis merci pour ta camaraderie. Ça a été le fun à la pêche avec toi. On s'est fait du fun. Même si tu me sacs des volets, t'es bienvenu dans nos tournages. Peut-être que ça sera différent cet plaisir. été. Mais là, je vais me faire donner des cours par Éric Bélanger qui va me parler de tes faiblesses. Fait que je vais utiliser les petits leurres secrets en développement. Et puis, à ce moment-là, on s'en reparlera. J'essaierai d'amener des choses. Pas de problème. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on parle de sacs et de coffres de pêche. Ça vous tire? Regardez ça. Hey, toi, Guy-Paul, quand on va à la pêche ensemble, t'arrives full équipe. Le petit sac à dos avec le petit coffre dedans, le sac de taille pour avoir tes leurres à portée de la main dans la chaloupe. Ça va bien, hein? Oui. Faut être équipé comme il faut quand on part pour la pêche. Il faut avoir les bonnes choses qu'il nous faut. C'est sûr qu'il y a des nouveautés qui sortent à chaque année. Fait qu'on essaie de suivre les tendances et d'emmener qu'est-ce qui est le plus pratique pour faire nos journées de pêche. Ouais, c'est surtout que moi, je te vois embarquer dans la chaloupe, puis moi, je me vois suivre avec mon coffre à pêche qui est immense. Mais tu sais, je veux manquer de rien. Oui, c'est sûr que c'est des coffres, ça. Regarde, c'est très pratique. C'est encore vendu beaucoup, sauf que des fois, on ne veut pas traîner tout notre gros coffre au complet. Fait qu'on a d'autres sortes d'équipements maintenant qui nous permettent de transporter des plus petits coffres. On n'a pas besoin d'emmener peut-être. Ça, c'est carrément à la taille. Là. C'est un coffre de taille, tu as de la place pour tout mettre là-dedans. C'est ça. Tu vois-tu ici, comme on peut mettre des petits outils sur les côtés ici. Ici, en avant, justement, on a besoin d'enlever ça. On a juste notre petit coffre. Fait qu'on faut mettre juste les articles qu'il nous faut pour la journée pour partir avec la sorte de poisson qu'on va aller pêcher. Puis le tour est joué, on n'a pas besoin de traîner le gros coffre. Et je vois qu'il y a des endroits où est-ce que je peux accrocher des petits outils aussi. Les pêcheurs à la mouche vont adorer cet item-là. C'est ça. On peut attacher ici des petites bobines comme j'ai ici sur moi pour mettre nos coupons, toutes sortes de choses. Ça, c'est des petits sacs de talc, des nouveautés de coton de fond, fait que très tendance, fait que des très beaux. Ce que je remarque, c'est que sur tout ce que tu amènes là, il y a un nouveau graphique complètement refait par Écoton avec les splashes. On met le gros poisson encore plus de l'avant. C'est ça, des couleurs plus tendance aussi. Ça rajeunit un peu que juste du noir ou des couleurs qui ont toujours été sur le marché. Là, parle-moi de ce sac à dos-là. Là. T'as même une canne à pêche sur le côté. C'est tout équipé? Oui, gros sac à dos ici, avec beaucoup de choses qu'on peut se servir. Juste un petit exemple vite comme ça ici. Des fois, on vient mêler, on est tout seul, on n'a pas personne pour tenir nos bobines. On peut se mettre une bobine ici. Ici, on ne le voit pas parce que je l'ai installé ici. Oui, après la glacière. C'est ça. Donc, pour rembobiner un moulinet sur place. On n'a pas besoin d'être deux personnes. On met de trouver un crayon puis dire à quelqu'un tiens-moi ça, bouge pas. T'as ta glacière ou ton sac à dos. C'est génial. Exactement. Fait que tu vois ici, des nouvelles couleurs aussi que Sport Chief ont sorti avec beaucoup d'arrangements. Ici, tu vois, on peut mettre notre canne à pêche sur le côté. Oui, tu as même de la place pour deux cannes à pêche. Oui, un autre sur le côté là. La place pour mettre nos outils. Fait que si tu rouvres ça ici, on peut mettre nos vêtements, nos casquettes. On peut même se mettre du lunch si on veut. Fait que ça fait bien. On peut se mettre Ensuite, ici, tu vois, sur le devant, on a d'autres coffres ici. D'autres compartiments. Des petits coffres modulaires. Exactement. Il y en a 4. Fait que, comme je te dis, on peut se mettre différents leurres pour différentes sortes de poissons. Fait que ça fait très, très bien. C'est un très bon vendeur maintenant. Ils sortent des nouvelles choses très, très bien. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que j'ai vu les différents modèles de sacs, soit glaciaires, soit à dos comme ça, les différentes couleurs, etc. C'est tout le même format de coffre modulaire qu'il y a dans le format glaciaire, dans celui-là, dans l'autre. Fait que tu peux passer tes coffres d'un à l'autre sans trop te casser la tête. On est reparti à la pêche. On veut passer du temps sur l'eau. Ensuite, ici, c'est un modèle comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un modèle rouge. Ici, on a un autre modèle différent. Exactement, avec du rangement ici sur le devant, qui
Un autre petit coffre ici. Même grosseur que les coffres de taille, donc il peut passer de là au coffre de taille C'est assez ça. facilement. Exactement. Ici, sur le côté, de l'autre endroit, on met des outils, d'autres petites pochettes pour mettre d'autres choses. Ici, ils sont rouges sur le dessus. Un peu comme l'autre modèle en sac à dos, mais celui-là ici, les coffres sont sur le dessus. Et exactement le même modèle de coffre que l'autre. Donc, dépendamment de ce qu'on a de besoin, on peut traîner un ou l'autre et interchanger les coffres. Puis je te dirais, moi, à voir rapidement comme ça, la quantité de petits coffres modulables qu'il y a dans les 2 sacs devant moi, je combine à peu près tout mon gros coffre là-dedans assez facilement. C'est ça. Fait que c'est des nouveautés très, très intéressantes. Puis là, panier à poisson aussi? Oui. Juste ici à mes pieds. Une autre nouveauté, ça existait dans d'autres sortes, mais les autres, ils ont fait une forme différente. Fait que tu peux juste lever ici, mettre ton poisson, qui est très bien. Tu mets des ice packs à l'intérieur, en arrière de ton four. Et le plastique est enlevable complètement, donc on peut le laver carrément sous le robinet. Exactement. Fait que ça reste propre. On met les ice packs là. Le poisson reste frais toute la journée, il n'y a aucun problème. Ah, tu sais, souvent, on est en rivière, le bon vieux panier de plastique jaune est génial parce que tu peux le déposer à l'eau fraîche. Dans les embarcations, souvent, on a des viviers. Mais quand on n'a pas de vivier, pouvoir avoir une glacière comme ça, une glacière porte-poisson, dans laquelle je peux mettre des ice packs, c'est génial. Hein? C'est ça, parce que des fois, le poisson dans l'eau, avec des chaînes, des choses comme ça, c'est bon. Mais quand l'eau, elle devient trop chaude, le poisson a tendance à devenir plus pâle. Fait qu'on est mieux de mettre ça dans une bonne glacière comme ça. Fait que là, on est sûr qu'à la fin de la journée, il va être identique pratiquement comme quand on l'a sorti de l'eau. Et encore comestible, on ne court pas après les maux de ventre. On C'est garde ça au frais. C'est ça, On oui, garde pas de ça danger d'être le malade. plus en état possible. Guy-Paul Thibault, je te remercie. C'est un bel éventail. Ce sont tous des nouveautés qui sont chez vous aux Amants de la nature, nouveautés des cotons. Exactement. On a plus à venir, évidemment. C'est juste un petit aperçu de la ligne. Et merci. Merci beaucoup. Je dois absolument en profiter pour remercier Guy-Paul Thibault des Amants de la nature. Très belle saison encore en ta compagnie, Guy-Paul. Ça fait longtemps que Guy-Paul est partenaire de l'émission et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Merci pour cette belle saison en ta compagnie. Mon article de la semaine dans Sentier Chasse-Pêche est sous la plume de Réal Larose, un article un peu particulier en ce sens qu'on parle rarement de ce sujet-là. On parle de quoi? On parle de pêche à partir de la rive, à partir des berges. Article technique très complet sur la pêche, à savoir comment arpenter les rives d'un lac, de quelle façon détecter les zones qui sont propices à la pêche. Par exemple, en cherchant des zones d'eau peu profondes au printemps et à l'automne, puisque ce sont les eaux qui se réchauffent le plus rapidement sous les rayons du soleil. Le poisson va converger rapidement vers là. Les affluents, les entrées, les sorties de lac qui proposent souvent du mouvement d'eau un peu plus en abondance ou encore des rétrécissements avant les baies où est-ce que les plus gros poissons peuvent se tenir. De quelle façon utiliser les différents leurres, donc les techniques de pêche qui y sont associées. Donc, un bel article technique qui vous permet de partir de la chaloupe et de vous rendre sur la berge, pratiquer la pêche d'une nouvelle façon ou d'une façon plus simplifiée, probablement comme vous le faisiez lorsque vous étiez enfant. Donc, renouer avec cette activité-là de cette façon-là, c'est un guide complet. Je vous laisse lire la balance. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Isabelle Desjardins, bienvenue en studio. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tes aventures de pêche se poursuivent. Tu as des plans dans les prochains temps, puis je veux en entendre parler un peu. Là, tu vas peut-être être jaloux, mais je m'en vais en Martinique. Non, c'est pas correct, ça. Ouais, dans moins d'une semaine, là, je travaille mon body beach. Là. Mais ma canne à pêche, mon coffre à pêche est prêt. On s'en va pêcher en Martinique. Là, tu t'en vas là pour tourner? Oui, exactement, pour Aventure Grandeur Nature. Exactement. Tu as d'autres aventures qui s'en viennent? As-tu un gros planning pour ton été? Bien, la fête de la pêche. Évidemment, la fête de la pêche. Un gros week-end, moi, là. Mais là, avant d'embarquer dans ce sujet-là, moi, je veux savoir, on t'a souvent posé la question depuis combien de temps tu pêches, les femmes qui pêchent, on en parle beaucoup. Moi, ce que je veux savoir, là, on a toute notre raison pour aller à la pêche. Qu'est-ce qui, toi, te fait triper dans ton sport de pêche? Moi, je décroche. J'ai un cerveau qui roule à 100 000 à l'heure. Je suis même pas capable de dormir la nuit parce que je pense tout le temps à la pêche. C'est le contraire total. Le cerveau à off. Ça peut peut-être sonner cliché, là, mais moi, le cerveau me décroche complètement. Il faut rien me demander. Là. Je suis vraiment concentrée à mon affaire, puis c'est la chance de faire le vide. La totalement. switch off. Ah ouais, puis j'ai pas besoin de faire des heures de route, d'être devant une rivière où ça coûte les yeux de la tête, pêcher à la journée. Non, non. Dès que j'ai une canne à pêche, le bruit de l'eau, boink, off.
Il n'y a plus rien qui se passe. Tu as un type de pêche que tu privilégies plus que les autres. Ton petit dada à toi. C'est la pêche au saumon, pêche à la mouche. Écoute, depuis que j'ai touché à ça, les autres types de pêche peuvent des fois, pour ma part, me sembler ennuyeux. Un petit peu. Ennuyeuse. Entre la traîne puis le bord de la rivière avec la moucheuse puis dropper des fausses, c'est sûr et certain que... Il ne faudrait pas m'imposer un choix. Ça serait facile. Fête de la pêche. Oui. Événement qui est extraordinaire pour la relève, qui est génial, qui implique 2 organismes, soit ministériels et la Fédération. Ça fait plusieurs années qu'on la voit passer. Mais l'année passée a été une année qui était toute particulière. On a battu des records. Exactement. Il y avait une foule incroyable à la fête de la pêche. Puis moi, je veux juste dire à quel point je suis heureuse d'être porte-parole pour une 2e année. Moi, quand je suis venue en entrevue l'année passée, je n'avais pas encore participé en tant que porte-parole. Ça allait se passer là, dans le mois qui venait. Donc là, cette année, je sais exactement de quoi je parle et je suis tellement juste enjouée à y penser. C'est mon gros week-end. Je l'ai écrit sur mon calendrier. Je suis tellement contente de participer encore une fois. Là. C'est des grosses vacances. C'est pas vrai que je vais travailler pendant cette fin de semaine-là. C'est des grosses vacances. Je vais à la rencontre des jeunes, des moins jeunes aussi. C'est vraiment exceptionnel. Là, avec 60 000 participants l'année passée, 60 000. C'est énorme. Là, ça veut dire que tu as des anecdotes à compter. Tu as mis tes mains dans le poisson, dans le bassin. On va dire, on t'a vu travailler d'ailleurs à faire du transfert de poissons en vue de faire de l'ensemencement. J'aimerais ça que tu me parles de comment tu as vécu cette expérience-là avec les jeunes. Y a-tu des anecdotes qui sont arrivées que tu as pouffé de rire? J'imagine bien. Là, tu dis 60 000 ans. Je les ai pas rencontrés, les 60 000. Non, j'ai pas eu le temps. Là. Mais juste en une fin de semaine, j'ai fait quelques villes, déjà 5 à 6 villes. J'ai eu le temps de rencontrer pas mal de monde, de visiter des plans d'eau qui m'étaient encore inconnus. Donc, c'est le fun parce que maintenant, je peux prendre ma voiture toute seule puis aller pêcher sur ces endroits-là. J'ai fait la rencontre de parents et d'enfants. Et mon anecdote, c'est que moi, je pensais que ça allait crier d'un bord puis de l'autre, puis que tous les enfants allaient être déconcentrés. Puis je m'imaginais rentrer dans un gros camp de jour, puis les enfants pas concentrés. J'ai eu tout un choc quand je les ai vus, tous silencieux à leurs affaires, concentrés, zen. Et les parents, même chose. Donc, c'est vraiment un choc de voir aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, des gens qui prennent le temps de vivre le moment présent. C'est vraiment ça qui a capté toute mon attention dans toutes les villes que j'ai faites. C'est de voir un parent, pas sur un iPhone ou en train de conduire l'auto stressé. Attentif à ce qui se passe. Un vrai beau moment comme ça. Puis je pense que c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est priceless dans la société dans laquelle on vit. Un moment comme ça, enfants, parents, tranquille, les organisateurs, les bénévoles font tout pour déstresser justement les parents. Puis le mot d'ordre dans plusieurs des endroits, c'était « c'est l'enfant qui pêche, c'est le plus jeune, c'est celui qui n'a jamais tenu une canne qui doit pêcher, c'est pas les parents qui sortent les poissons ». J'ai adoré l'expérience. Tu me parles de sortir les poissons. Tu sais, j'ai des enfants. La première expérience de contact physique avec le poisson souvent donne lieu à des expressions qui sont assez weird, si on veut, assez spéciales. T'en as vu plusieurs, 5 villes d'abord d'une fin de semaine. Je dois te féliciter, t'en as couru une moyenne traite. Écoute, moi, je suis comme Justin Bieber. Je suis en tournée mondiale de la truite. Mais le premier contact physique avec le poisson... Bien, écoute, c'est un mélange. C'est une genre de tempête d'émotions pour un enfant. C'est la surprise, le choc, la fierté. Ça prend beaucoup de courage là, pour toucher à ça parce que, bon, tu sais, il y a un hameçon, il y a un peu de sang. Ils captent tout ça là, en même temps. Là. C'est eux autres qui l'ont sorti. Là. C'est de voir la fierté, là, le pétillant dans les yeux des enfants. C'est vraiment de toute beauté. Puis les parents aussi les voient comme ça. Puis les parents qui pêchent, qui connaissent ça un petit peu, il y a le moment où l'enfant regarde le parent avec les yeux pleins de fierté envers son parent qui connaît un peu ça. Donc, c'est un mélange de pas mal de trucs. Ça, c'est génial comme expérience. Il y a des dates qu'on doit livrer. Il y a 3 dates particulières qui touchent une fin de semaine. Il y a un côté un peu scolaire le vendredi 5 juin. Ensuite de ça, c'est le 6 et le 7, samedi et dimanche. Toutes les dates, toutes les villes sont super bien indiquées sur le site de la Fête de la pêche. Donc, allez aussi sur la page Facebook, il y a des concours, on donne du matériel. C'est vraiment un gros salut aussi à tous les bénévoles qui sont là. C'est un travail
assez ardu là, le matin quand tout le monde arrive. Là, il y a des moniteurs, il y a des... écoute, c'est vraiment fantastique. Ça prend beaucoup de monde pour prendre tout ce monde-là en charge. Exactement. Puis c'est quand même des cannes à pêche. Là. C'est un outil avec un hameçon au bout. Là. Ça peut être dangereux quand c'est une première utilisation. Ouais, ça, tu sais, ça cille sur le bord des oreilles. Souvent, quand on est avec les jeunes, c'est assez épeurant. Je risque ma vie. Dis-moi, il nous reste à peine 1 minute et demie. Wow. L'expérience du jeune qui va se pointer, qu'est-ce qui va se passer quand il va se pointer sur place? Il va monter sa canne, déjà en partant. Il va avoir un petit cours de biologie sur le poisson, les espèces qu'on trouve au Québec. Il y a des petits jeux qui sont organisés. C'est vraiment différent dans toutes les municipalités, les villes. Donc, il y a des petites stations avec différentes activités. Ensuite de ça, ils font une rotation, puis il y a des groupes qui vont à la pêche pendant que d'autres groupes suivent un petit cours de biologie. Le montage de la canne, c'est quand même assez intéressant aussi parce que ça donne une idée de base à quelqu'un pour se faire un petit ensemble pas trop cher. Donc, le jeune, il n'y a pas à stresser. Cette fin de semaine-là est vraiment faite pour lui. Puis il y a des gens aussi, il y a des parents, on parle des jeunes, mais il y a des parents aussi qui n'ont jamais mis leurs mains sur une canne à pêche. Hein? Donc, c'est pas tout le monde. Puis c'est le fun de voir aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais du fait qu'il y a plus de femmes qui pêchent et de plus en plus. Donc, ça, c'est une grande fierté pour moi. C'est une de mes missions. Donc. Et c'est un petit peu un levier qu'on veut mettre de l'avant cette année au niveau de la fête de la pêche, le côté féminin aussi beaucoup. Ça tombe bien. Je te regardais animer avec les jeunes en images. Ça donne un peu à ces jeunes filles-là. On disait, si elle est capable, moi, je suis capable. Ouais. Ça, c'est trippant. On doit terminer assez rapidement. Ce que je veux savoir aussi, sur le web, évidemment, sur le site web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on peut avoir l'information. Oui. Toi, de ton côté, on peut te suivre sur Facebook aussi, tes aventures. Ça devient intéressant quand même. La page Facebook d'Aventure Grandeur Nature. Sinon, si vous voulez avoir un itinéraire pour vos vacances cet été, aventuregrandeurnature.com. Génial. Isabelle Desjardins. Merci, c'est déjà fini. C'était délicieux, je te remercie. Oui, et romantique avec le feu. T'es bienvenue quand tu le veux en studio. Merci. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, on parle de l'équipement et des techniques pour la chasse aux dindons sauvages. Cette chronique vous a été présentée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Belle période de chasse, c'est la chasse aux dindons sauvages présentement, mais je vais avoir à faire plusieurs choix avant de me rendre sur place et je dois faire des choix qui sont avisés pour réussir à collecter ce gibier-là qui est particulièrement difficile. Et ça commence par mon choix de munitions. Croyez-le ou non, je vais aller sélectionner la munition qui, moi, va me plaire le plus. Évidemment, on va aller généralement dans la cartouche de calibre 12. Ça se fait aussi, par contre, dans le calibre 20. Le calibre 12 étant le plus courant, mais je vais souvent vers du 3 pouces, bon, évidemment. Mais on va avoir des charges qui vont varier de 1,5 once, aller jusqu'à 2 onces. À faire attention, par contre, le recul n'est pas le même du tout quand on tombe dans les 2 onces comme ça. Alors que lorsqu'on est dans le 20 comme ça, bien, on va chercher des lots de 1 once, qui est beaucoup moins puissant, évidemment. Mais si, par exemple, un jeune veut chasser avec une arme avec laquelle il va y avoir moins de recul, ça peut être un bon choix. Dans mon cas, je chasse avec du numéro 4, évidemment. C'est ce qui est le plus commun. Moi, j'ai choisi du 1 once et 7/8 et ça fait parfaitement la job. Deuxième chose que j'ai à faire, c'est de choisir un étranglement spécifique au dindon, donc un extra full, un choke dans le point 665. Et je vais aller chercher à ce moment-là le choke qui va fonctionner avec mon arme. À faire attention, il y a des indications sur le choke, l'étranglement, excusez-moi, qui vont me permettre de savoir si ça fait avec mon arme ou pas. Toujours demander au conseiller à ce moment-là à savoir qu'est-ce que je peux aller chercher. Ce qui est intéressant avec celui que j'ai entre les mains ici, c'est qu'il y a des bagues qui sont fournies avec, et ça, recherchez-les. Regardez bien. Si j'appose l'autre bague, la mire monte un peu. Donc, c'est pas la même direction, donc la même hauteur. Alors, à ce moment-là, lorsque je vais faire mon patronage, parce que c'est l'autre étape qui est très importante, il y a même des petites cibles dindons sauvages comme ça ici, qui se vendent sur le marché, qui indiquent très bien où est-ce que je devrais viser, donc à l'entour du caroncule, pour avoir mes plombs qui se logent dans la tête ou dans le caroncule de l'animal. Eh bien, je vais pouvoir juger de l'ajustement de mon arme. Et oui, avec des hauteurs de mire différentes comme ça, sur l'étranglement, bien, je vais pouvoir ajuster à ce moment-là mon arme pour avoir un tir qui va être efficace.
Quand ça c'est fait et que j'ai trouvé mon territoire, je dois passer en mode repérage le soir avant 7 h idéalement, 7 h, 7 h 30, alors que les dindons vont aller se percher et utiliser par exemple les cris de certains oiseaux, comme par exemple la corneille qui pousse à réagir les dindons, la chouette rayée en est un autre. Il y en a d'autres, il y a des petits secrets cachés aussi. Vous les découvrirez sur vos territoires, mais ces deux oiseaux-là, généralement, lorsqu'on les utilise, on crie près de la forêt dans ces heures-là. Les dindons mâles vont répondre. Il y a aussi la provocation qui existe avec des appos comme celui-ci, qui est l'appôt qui appelle le mâle. Généralement, je devrais avoir une réponse des mâles qui sont environnants. Ça va me donner une idée d'où aller m'installer le lendemain matin. Le lendemain matin, eh bien, quand je vais m'installer, ce que je veux faire, c'est, première des choses, être minimum à 200 verges de l'endroit où est-ce que j'ai repéré que mes dindons se perchaient. Et là, je veux bien me camoufler. Moi, j'apprécie beaucoup utiliser les types de filets camouflage mât. Pour les besoins de tournage, souvent, on doit utiliser des tentes. À ce moment-là, j'ouvre un minimum de fenêtres et je bouge presque pas dans les tentes. Il faut faire très attention. By the way, j'adore les petits gants très, très minces qui sont faits particulièrement pour la chasse aux dindons. Il y a une version qui se fait aussi avec de la grippe, si on veut, de l'antidérapant à l'intérieur. Très intéressant. On peut se permettre à ce temps-ci d'année d'avoir quelque chose qui nous permet de manipuler nos choses comme ça. S'ensuit l'installation de mes appelants. Là, je dois faire un choix qui est judicieux, dépendamment de la grosseur de territoire et de la quantité de mâles. Là, il y a toute une science là-dedans. Souvent, on se rend compte que le mâle va arriver avec ses femelles sur le territoire et dès qu'il voit des appelants mâles, il va retourner le bord, il va guider ses femelles vers l'extérieur de la zone. À ce moment-là, je révise pour le lendemain matin et je retire mes mâles. Je ne laisse que des femelles. Il s'agit de bien les positionner et je vais toujours m'assurer d'identifier, par exemple avec un mâle juvénile, un Jake, un mâle juvénile, que je vais aller placer au maximum de portée de tir efficace à partir de ma cache ou de l'endroit où est-ce que je suis caché. C'est souvent les mâles juvéniles qui vont être attaqués par les gros mâles dominants. Donc, c'est très probable que la première cible, lorsque le gros homme va rentrer sur mon territoire, soit ce Jake-là, ce mâle juvénile-là. Ça me donne aussi ma portée de tir efficace, ça me donne un bon repère. S'ensuit la période d'appel. Il y a une fenêtre très, très courte le matin, d'environ 20 minutes à une demi-heure, où est-ce que les mâles descendent de leurs branches et à ce moment-là, ils commencent l'appel. Tant et aussi longtemps que les femelles ne l'ont pas retrouvé, ne se sont pas regroupées alentour de lui, il va très bien répondre à nos appels. Mais quand il y aura beaucoup de femelles alentour de lui, il va devenir insensible à nos appels ou presque. Ça devient très dur à ce moment-là. La première chose que j'utilise généralement le matin, c'est le purr. Donc, le purr qu'on peut faire avec plusieurs instruments. Évidemment, avec l'ardoise, ça répond généralement très, très bien le matin. Si je n'ai pas de réponse avec le purr, généralement, je n'y vais pas tout de suite avec des yelps. Je vais utiliser la réponse du mâle, donc... Et souvent, il va venir, s'il y a un territoire qui lui est réservé, qui n'est pas très, très grand, voir ce qui se passe à ce moment-là. Et de là, je vais pouvoir commencer à utiliser les yelps avec les différents instruments. Moi, j'aime particulièrement utiliser l'ardoise. Et ce modèle-là qui me permet de l'attacher après ma cuisse et de nettoyer le bout du bâton pour continuer. En passant, n'oubliez pas votre petit papier sablé. Quand vous partez, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, ça ne fonctionne plus. La boîte, il y a des push buttons comme ça qui sont en bois aussi. Celle-ci s'attache après mon arme. Il y a une corde qui s'attache ici. Ça me permet de faire des derniers petits signes à mon dindon avant de faire feu, question de lui faire lever la tête. Et évidemment, la grosse boîte... Très efficace. N'oubliez pas la craie non plus. S'ensuit le tir, je vous le souhaite. Éviscération. N'oubliez pas que pour la déclaration de votre gibier, le gibier doit avoir toutes ses plumes afin qu'on puisse identifier que c'est bel et bien un mâle. Il y a des zones où est-ce qu'on a le droit à 2 mâles, des zones à 1 mâle seulement. Identifiez bien la zone dans laquelle vous vous retrouvez. Et pour les recettes, bien ça, je vous laisse chercher un petit peu. C'est un excellent gibier qui est tripant à chasser et c'est surtout tout un défi. On s'en va à une pause. Au retour, la belle Suzanne Nature qui est avec nous et nous parle d'amphibiens. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. On est à la chasse ou encore à la pêche avec des amis, des camarades de pêche, et on entend des grenouilles, des wawarons, des crapauds. Puis là, on se relance à savoir, ah, ça c'est un wawaron, c'est une grenouille verte. C'est un domaine qui est trippant, mais en même temps, c'est un domaine qui est tellement vaste que ça prend quelqu'un pour nous débrouiller là-dedans. Et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Puis moi, le premier, ça me fait plaisir de la voir. Suzanne, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va très Bienvenue, on s'ennuyait de toi. Et puis là, on a pensé à toi parce qu'en fin de semaine, j'étais à la chasse au nord d'Ottawa. Et puis, on entendait des sons dans le bois. Puis Nicolas, mon réalisateur, qui s'y connaît beaucoup plus que
mois. Il dit, Martin, tu sais quoi ça? Je dis, ben, absolument pas, une grenouille, tu sais. Non, non, c'est la rainette crucifère à ce temps-ci d'année. Ah ben, j'ai dit, tabarouette, faut que je me mette dans mes livres puis que j'apprenne. Alors, te voici pour me débrouiller là-dedans. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a 11 espèces de grenouilles, rainettes, crapauds au Québec. OK. Dont 9 espèces qu'on retrouve aussi dans les maritimes. Et donc, ici au Québec, on connaît tous le crapaud d'Amérique. Naturellement, on a joué avec quand on était petit, c'est ça. C'est un des premiers à s'accoupler. Donc, au mois d'avril, déjà, même très tôt au mois d'avril, puis plus habituellement au mois de mai, mais on l'entend régulièrement. Un son très particulier que je suis certaine que même les jeunes vont se souvenir à l'écoute. Mais oui, on l'entend, c'est très, très, très particulier. Et ce qu'il faut savoir, parce que tu parles d'accouplement et on parle de chant, c'est que le chant... Le chant du bec tracé en particulier dont on parle, c'est dans le temps d'accouplement qu'il le fait. Il ne le fait pas en dehors de ça. Il le fait pour appeler sa femelle. C'est les mâles uniquement qui ont les sacs vocaux qui vont appeler les femelles. Donc, ils vont aller réintégrer les sites de reproduction et l'accouplement va toujours avoir lieu sous l'eau. OK. Donc, même c'est pour le toujours crapaud. dans l'eau. Oui, toujours dans l'eau. Même si le crapaud est terrestre, l'accouplement a lieu dans l'eau et par la suite, il va réintégrer le milieu terrestre. OK. Donc, même chez, par exemple, chez les rainettes, lorsqu'ils s'accouplent, ils vont s'accoupler, mais après, certaines sont arboricoles, donc tout le reste de l'été jusqu'à l'automne vont être dans les arbres. Alors, c'est vraiment particulier, mais c'est toujours sous l'eau qu'a lieu la reproduction. Et l'ordre dans lequel on voit apparaître les chants dans la saison correspond directement avec le retour à la vie de ces différents animaux-là ou le dégel de ces différents animaux-là et l'intégration dans les aires de reproduction. C'est ça. Si on parle du crapaud, par exemple, lui est enfoui sous la limite du gel, donc au niveau terrestre. Par contre, on a, par exemple, la grenouille des bois oui. et aussi les rainettes qui vont même jusqu'à geler durant l'hiver. Donc, ils ont comme, on dirait, un antigel, à l'extérieur des cellules qui leur permettent de rester en état d'hibernation au niveau du sol, tandis que les autres, c'est au niveau de l'eau qu'on les retrouve, puis après ça, au printemps, ils ressortent pour aller s'accoupler. Tu me parles de grenouille des bois, c'est celle avec le petit masque noir? Oui, vraiment très particulière. Un son aussi particulier qu'on peut reconnaître. Très distinctif, effectivement. Effectivement. Donc, on a la grenouille des bois. On a également la rainette versicolore, qui est une rainette vraiment très, très particulière. Vraiment. Une couleur d'un vert, là, c'est vraiment très, très joli. Et en voyant cette rainette-là, qui est arboricole, ça m'a fait un petit clin d'œil au niveau d'une rainette qu'on a découvert au Costa Rica, parce que je suis allée en 2008 au Costa Rica voir les grenouilles dans leur milieu naturel. Et là, récemment, on a découvert au Costa Rica une grenouille qu'on appelle la grenouille Kermit, parce qu'elle fait penser à Kermit. Mais vraiment, là, c'est pas juste au sens caricatural, là, c'est vraiment Kermit, cette grenouille-là. Avec ses gros yeux, la couleur verdâtre et le dessous qui est vraiment intriguant, transparent, qui permet de voir les poumons, voir les intestins, les battements du cœur, même les œufs qui sont logés à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une découverte tout à fait extraordinaire. Et si on poursuit cette petite grenouille-là, elle a à peine là, 1 pouce. C'est tout petit, ah oui. tout petit. Mais là, tu me parles de chant, puis entre autres, cette grenouille-là, c'est par le chant qu'on a réussi à la retrouver. Oui, parce qu'elle émet un son qui est beaucoup plus caractéristique d'un son d'insecte que d'un son de grenouille. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à la voir. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur ce type de grenouille-là. Ici, au Québec, on a aussi une autre sorte de rainette qu'on appelle la rainette crucifère. Oui. Donc, celle qu'on entend justement présentement qui a une forme de croix sur le corps, très caractéristique. Donc, cette grenouille-là aussi a un son particulier. Donc, je suis sûre que les gens l'ont entendu ou vont l'entendre d'ici le mois de mai. Là. Donc, c'est vraiment une espèce très particulière. On a aussi au Québec notre grenouille verte. Oui. Donc, oui. la grenouille verte qui émet un son aussi, vraiment, ça fait penser à un petit banjo, je sais pas trop, c'est vraiment un petit pic, Je me rends compte là, qu'il y a des sons, moi, je les identifie pas encore par le chant, mais on entend, et je me rends compte que chaque espèce a vraiment un son qui est très, très, très particulier. Je les ai tous entendus en quelque part, puis là, tu me les identifies. Cette grenouille verte-là est aussi une des grenouilles qui a fait partie de notre enfance, avec peut-être le wawaron. Oui. Le crapaud, c'est parce que c'était le moins vite à se sauver, donc on l'attrapait quand on était jeune. La vitesse d'après, c'était la grenouille verte, donc très, très, très bel animal aussi. Oui, puis il y a le wawaron qui, lui,
lui ressemble, mais beaucoup plus massif. Là. Puis on voit aussi une caractéristique au niveau... en fait, il y a comme un genre de petit conduit qui passe au-dessus du tympan, qui s'en va, qui descend près de... Comme une découpe de la mâchoire. C'est exactement une découpe qui descend tout près des pattes avant de la grenouille. Donc, c'est très caractéristique avec le gros tympan, là, très massif aussi. Puis il y en a un son aussi vraiment particulier. Ben là. là, au niveau du son, ça, il n'y a rien qui... Si tu peux pas te tromper Non, avec celui-là. Là. Les gens l'appelaient la grenouille taureau, mais ça fait vraiment un son, là. C'est incroyable. Très impressionnant. On a aussi la grenouille du Nord. D'ailleurs, quand on était allé faire une sortie au marais Léon Provencher, on en avait trouvé là, sur les lieux. Puis on en voit aussi au marais du Nord. Donc, il y a différents endroits pour la voir. Puis son son aussi est assez distinctif, caractéristique. De l'espèce. Une qui lui ressemble un petit peu aussi, c'est la grenouille des marais. Donc, la grenouille des marais, c'est vraiment avec un patron vraiment spécial sur son dos, comme des rectangles. Oui. Puis, on peut des fois la confondre avec la grenouille léopard. Je l'ai faite à la vue de la photo, moi le premier. Jeune, je pense qu'on appelait la grenouille des marais la grenouille léopard, mais ils sont vraiment très distincts et leur chant aussi est très distinctif. Puis, on a aussi des rainettes qui émettent des sons un peu comme un criquet. On les appelle... Elles portent le nom. Oui! Alors, c'est les rainettes faux-grillons de l'Ouest. Et aussi, on a la rainette faux-grillon boréale. Donc, on retrouve plus vers la baie James. Donc, si on fait un topo, c'est 11 espèces qu'on peut retrouver. Puis, par contre, il y en a qui sont beaucoup plus rares, qu'on voit plus rarement. Là. Mais il y en a d'autres qu'on est très, très familier. Puis là, c'est le temps. Le temps d'entendre la grenouille léopard, le temps d'entendre la rainette crucifère et le crapaud. Puis après ça, vont venir les autres. Les autres vont venir par la suite. Exactement. Suzanne, ça passe trop vite avec toi. C'est tout le temps qu'on avait. Il faut que tu reviennes. Un gros merci encore d'être venu en studio. Tu es ma source d'inspiration principale, surtout quand on parle de petites bébites comme ça. Alors, je te remercie énormément. On se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, il sera question de bar rayé en Gaspésie. Pêche au bar rayé, ce qu'il faut savoir, première des choses, en apprendre un petit peu sur le poisson, c'est toujours très bon, voir un peu son comportement. Il faut savoir que c'est un poisson qui est grégaire, donc un poisson qui voyage en banc. On le pêche dans le descendant de la marée, il y a quelques raisons pour ça. Première des choses, le poisson fourrage duquel il se nourrit, le petit lançon, va descendre généralement, donc va sortir des baies tranquillement lorsque la marée baisse. Alors, ce qui va se passer, c'est que le bar rayé va monter dans les baies, va monter vers le rivage. Également, la baisse de la marée permet aux algues qui sont en suspension dans les différentes baies sur les bords du fleuve de prendre le large. Donc, c'est plus facile pour les moucheurs à ce moment-là d'effectuer des bons lancers, de bien placer une mouche quand il n'y a pas trop de choses qui flottent à la surface de l'eau. Parlant de canne à moucher et d'équipement, ce qu'on va aller chercher, ce qu'on va utiliser. Dans mon cas, j'ai une soie numéro 9 en termes de grosseur. Donc, c'est pas mal dans la moyenne puisqu'on recommande généralement 8, 9, voire même 10. On sait qu'à peu près comment on va s'équiper pour aller au saumon à ce moment-là, en termes de grosseur d'équipement. Si on va au niveau des cannes à lancer léger, on a parlé de Surfcast. C'est sûr que c'est une très bonne idée. Maintenant, par exemple, Éric Bélanger, aujourd'hui, pêchait avec une Medium Heavy. Moi aussi, c'est ce que j'avais. Tout dépend du leurre qu'on veut envoyer, mais c'est suffisant. Au niveau des leurres, bien, c'est sûr que, étant un poisson qui se nourrit de poisson fourrage, tout ce qui va représenter ou imiter un poisson fourrage, dans le cas de la mouche, par exemple, on les a vus en magasin tout à l'heure, c'est ce qu'on utilise, c'est une mouche d'assez bonne grandeur, comme ça ici, qui, dans l'eau, lorsqu'elle va faire son action, avec le ventre blanc comme ça, va ressembler à un petit poisson fourrage. Il y a carrément des petits lançons aussi qui se vendent, qui peuvent être utilisés à la mouche, qui ferait très bien. Ce qu'il faut se souvenir, si on y va au lancer léger, on n'a pas le droit d'utiliser un trépied. Et si on utilise un hameçon, on se doit d'écraser l'ardillon puisqu'on fait de la remise à l'eau pour la majorité de la saison. Au niveau de la réglementation, au moment où est-ce qu'on tourne ce reportage-là, on est en 2014. Alors, il y a des dates très fixes où est-ce qu'on va faire de la remise à l'eau et des dates très fixes où est-ce qu'on va pouvoir garder le poisson. En 2015, au moment où est-ce que le reportage est diffusé, il faut s'en référer à la réglementation du ministère. Donc, allez vérifier la réglementation et les modifications qui vont y être apportées. Suivre ces conseils-là, ça vous assure deux choses. Pêcher en toute légalité, avoir du plaisir. Ça vous assure pas de prendre du poisson, mais certainement que ça augmente vos chances.
Ne reste qu'à souhaiter que l'évolution va faire que l'état des choses va nous permettre de pêcher ce beau poisson-là dans le fleuve tout près de chez nous. C'est le temps de mettre fin à l'émission et de tourner la page sur cette saison qui en a été une très belle et j'ai des gens à remercier. Évidemment, tout d'abord, nos collaborateurs, nos commanditaires, mais surtout notre auditoire. Vous êtes au rendez-vous semaine après semaine. On voit notre auditoire, on voit les chiffres augmenter et on apprécie beaucoup. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous nous parlez beaucoup et c'est très apprécié. La station qui m'a fait confiance pour ce nouveau défi, qui au départ, moi le premier, j'étais un petit peu peureux à entreprendre. Finalement, quel beau résultat, c'est génial. L'équipe de Loisirs Chasse et Pêche, tous les caméramans qui sont en studio présentement, ma régisseuse de plateau Nadia, mon réalisateur Nicolas Tivierge qui est toujours sur le terrain avec moi, un grand merci. N'oubliez pas que pendant tout l'été, on est en tournage pour vous produire la prochaine saison qui va commencer le 3 septembre et ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pendant nos tournages, on va vous mettre un peu d'informations, évidemment, sur Facebook. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Des petites photos loufoques. Martin qui s'endort sur son fusil dans une cache, et etc. Ça va arriver encore. Entre-temps, on est toujours présent par Facebook, évidemment. Aussi le email de Loisirs Chasse et Pêche en lcp@télé-mag.tv. C'est pas parce qu'on n'est pas en onde qu'on n'est pas devant un écran pour vous répondre. Donc, faites-le. Et à vous, je vous dis merci et on se voit en septembre. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.